Deuxième partie de Politicia, votre rendez-vous politique. Mes trois invités sont restés avec moi. Patrick Rajolina, vous êtes conseiller diplomatique, consultant diplomatique, plutôt proche du président malgache. Merci d'être resté avec moi. Kerwin Maïzo, journaliste, analyste politique, et Patrick Mboyo, juriste enseignant. Merci à vous également d'être resté avec moi. Alors, comment se porte économiquement la SADC? Élément de réponse dans ce sujet de la rédaction signée Aïssatou Beslan Diamanka. L'intégration économique régionale est perçue comme un des meilleurs leviers pour le développement à la fois régional et continental. Conscient de cet enjeu, 15 pays d'Afrique australe, l'Afrique du Sud, l'Angola, le Botswana, le Lesotho, Madagascar, le Malawi, l'île Maurice, le Mozambique, la Namibie, la République démocratique du Congo, les Seychelles, le Swaziland, la Tanzanie, la Zambie et le Zimbabwe se sont réorganisés. C'est ainsi que le 17 août 1992, un traité de la SADC, la communauté de développement d'Afrique australe, dont le siège se trouve à Gaborone au Botswana, a été signé. Il a succédé à la conférence de coordination pour le développement de l'Afrique australe, formée en 1980 à Lusaka, en Zambie. Les nouvelles ambitions de l'organisation régionale, réaliser le développement et la croissance économique, réduire la pauvreté en améliorant la qualité de vie des habitants de la communauté, arriver à l'autosuffisance alimentaire collective, renforcer les affinités historiques, sociales et culturelles, promouvoir et maximiser l'emploi productif et l'utilisation des ressources de la région, entre autres. La SADC est riche d'une population de 277 millions de consommateurs. L'ensemble des revenus du marché global est de 431 milliards de dollars. Cette partie de l'Afrique est constituée par pas mal de pays assez riches, qui sont des pays qui ont quand même une richesse au plan du sous-sol extrêmement important, même si en réalité le poids économique et toute la richesse de ces pays n'ont pas un impact important sur les populations. Au cours des 15 dernières années, la SADC a lancé une vaste opération de remise en état des infrastructures en place, ainsi que la construction de nouvelles logistiques, notamment des barrages hydroélectriques, des lignes de transport d'électricité, des routes et des chemins de fer, tout en renforçant la connectivité Internet et l'accès à une connexion à haut débit dans la région. Environ 64 milliards de dollars sont d'urgence nécessaires pour financer la première phase d'un plan directeur des infrastructures de la SADC, un budget adopté lors d'un sommet en 2012 à Maputo. Ce chiffre peut être effrayant, mais si nous n'investissons pas maintenant, nous mettrons en danger notre capacité commerciale. Nous avons décidé de le faire maintenant. Les besoins en développement d'infrastructures sont énormes dans la sous-région. Ça l'est encore plus pour le réseau électrique. La région australe est à la traîne derrière l'Afrique de l'Ouest et de l'Est en termes d'accès à l'électricité. Seulement 24% de ses habitants ont accès à l'électricité et dans les zones rurales, la proportion avoisine 5%. Le Malawi, l'Angola et la Tanzanie ne sont pas encore connectés à un réseau électrique commun. Le système d'interconnexion électrique d'Afrique australe, mis en place par les sociétés nationales d'énergie électrique en 1995, afin de créer un marché commun pour l'énergie dans la région. La stratégie de la SADC ne pas être déconnectée de celle de l'agenda 2063 et des stratégies de du Népal. Parce que, vous savez, il y a une sorte de triptyque relationnel entre ces trois entités-là. Et nous avons aujourd'hui ce qu'on appelle la création des grands corridors. Le fait d'avoir, par exemple, la fibre optique qui fait le tour du continent, pour la décongestionner du point de vue de l'accès aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Vous avez aujourd'hui une nouvelle politique qui vise à maîtriser la communication à travers les satellites de communication. Donc l'Afrique australe est en train de suivre cette dynamique-là avec de grandes infrastructures, de grands barrages qui sont en train d'être initiés probablement, mais surtout de grandes autoroutes qui permettraient ainsi de renforcer la fluidité des personnes, mais surtout des marchandises, pour renforcer l'économie interne. À noter que l'Afrique du Sud est la plus grande économie de la SADC avec un produit intérieur brut de 282 milliards de dollars, soit 65% du marché total de la SADC. La République démocratique du Congo est le plus grand pays ayant une population estimée à plus de 80 millions d'habitants. La région de l'Afrique australe possède différents dynamismes économiques. C'est notamment le cas de l'Angola, qui a eu pendant longtemps une croissance économique élevée,
Elle était estimée à 24% avant de connaître une chute due à la baisse du prix des hydrocarbures. D'autres pays tels que le Malawi, le Mozambique et la Tanzanie connaissent une croissance soutenue du PIB, oscillant autour de 7%. Kawin Maïzo, quand on parle de la SADC, on parle d'une région du continent qui, à la fois, a le deuxième plus grand pays du continent, donc la RDC avec plus de 2 millions de kilomètres carrés, mais c'est aussi une région qui a la puissance continentale, une puissance continentale en tout cas, un pays émergent, l'Afrique du Sud notamment, un potentiel immense donc, mais est-il optimisé à vos yeux? Non, non, pas optimisé, parce que l'Afrique du Sud est à la fois membre de BRICS, oui, et membre du G20. C'est ça. Donc ça, c'est un potentiel énorme. Mais le problème, c'est au niveau politique. C'est une région où certains pays ont connu quelques problèmes politiques. Bon, la Mozambique essayait de s'en sortir après la guerre civile qu'il y a eu. L'Angola, bon, après la guerre civile, ça s'est un peu stabilisé, mais avec une économie qui n'est basée que sur le pétrole. Le Zimbabwe a eu des problèmes politiques qui ont été exacerbés par l'embargo que certains pays occidentaux ont imposé à ces pays. L'économie malawite, c'est un pays extrêmement pauvre. Lorsque vous regardez la Namibie, c'est une espèce d'apartheid qui ne dit pas son nom, c'est-à-dire que les bushmen dans la forêt, les descendants d'Allemands et ceux qui sont en ville ont un certain niveau de vie mais hyper élevé, donc une fracture énorme. Il y a une disparité, effectivement. Oui, oui. Il y a une certaine stabilité politique au niveau de la Zambie, mais sur le plan économique, ça ne suit pas. Et le ventre mou, c'est la RDC. Donc le problème de la SADC, là, sur le plan économique, oui, c'est que c'est considéré en quelque sorte comme l'arrière-cour de l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud qui a une industrie assez développée et qui cherche des débouchés, qui cherche des marchés. Sauf que les niveaux de vie, les déséquilibres est tellement énorme que l'Afrique du Sud essaye d'évacuer, mais si vous regardez bien, son meilleur partenaire économique, c'est l'Inde et la Chine. Or, normalement, ça devait être les pays de la SADC. Donc, ce n'est pas optimisé, peut mieux faire. Peut mieux faire. Patrick Rajoelina, les objectifs étaient clairs. C'est d'abord réaliser un marché commun, après passer à une union douanière, et puis prévu pour 2018 une monnaie commune. On en est loin? Ben ça, je ne sais pas. Je ne suis pas dans les secrets diplomatiques, et notamment pour la monnaie commune, ce qui me paraît extrêmement difficile à mettre en place. Mais ce que je veux dire, parce que notre camarade tout à l'heure a parlé des difficultés dans un certain nombre de pays, oui, moi je voudrais positiver tout ça. Et positiver en disant ce que j'ai dit au début de cette émission, c'est que l'Afrique du Sud est un grand pays, c'est un postulat, c'est un grand pays, avec des ressources, avec des hommes. C'est un pays qui est sorti du brouillard tout seul, qui a été aidé par un certain nombre et très très peu, hein, la position d'un certain nombre de pays pendant l'apartheid, je ne reviendrai pas dessus. Donc aujourd'hui, et nous avons fait à Antananarive un symposium consacré à la SADC et Madagascar au mois de mars dernier, et nous nous sommes interrogés justement sur ce manque de coopération et entre guillemets sur cette politisation de la SADC, parce que effectivement que la SADC maintienne l'équilibre entre la paix et la stabilité, qui sont vraiment les choses importantes pour le développement économique, ça c'est très bien. Mais ce qui manque, je crois, à la SADC, c'est nous avons la locomotive, et quoi qu'on puisse en dire, c'est l'Afrique du Sud, la locomotive. Absolument, il n'y a rien à faire. Nous avons la locomotive, nous avons les wagons, certes, dans certains wagons, il y a des gens qui se bagarrent, voilà. Donc, d'accord, mais ce que nous avons à construire, c'est un véritable partenariat. Tout à l'heure, vous parliez des pays continentaux, oui, mais nous, Madagascar, Maurice, Seychelles, Comores, nous sommes insulaires. Et je pense qu'avec toute cette richesse et de l'Afrique australe et de la zone sud-ouest de l'océan Indien, nous pouvons justement donner force et vigueur à ce marché, donner force et vigueur à une dynamique commerciale qui n'existe pas aujourd'hui, parce que justement, on se contraint dans des luttes politiciennes, soit locales, soit internationales. Donc ce que nous demandons, nous, les citoyens de la SADC, si je puis dire, c'est quand même 277 millions d'habitants, c'est la moitié de l'Europe, donc c'est très important. Ce que nous demandons tous, je crois, c'est
qu'il y ait de véritables échanges commerciaux, culturels et pourquoi pas politiques. Intensification des échanges. Patrick Mboyo, quand on est une région qui a 431 milliards de dollars de PIB, on se dit qu'il y a forcément des chances d'accélérer le développement. Mais quels sont les points de blocage à vos yeux? Le premier point de blocage, c'est la libre circulation des personnes et des capitaux. Et ça, c'est le premier élément. Vous pensez que ce n'est pas encore tout à fait effectif dans cette région? Ce n'est pas tout à fait effectif. Les visas sud-africains, quand même, un peu difficiles à obtenir. Parce que pour un Congolais aller en Zambie, il faut avoir un visa. Pareil pour un Zambien, pour arriver au RDC. Donc, alors que nous sommes des pays qui sont très proches. Pour un Congolais aller au Zimbabwe, le Zimbabwe est plus proche. Disons, Harare est plus proche de Lubumbashi que Lubumbashi est proche de Kinshasa, dans le même pays. Alors que pour un Louchois qui fait des affaires en Lubumbashi ou un Katangais, pour aller se ressourcer ou acheter des produits au niveau d'Harare, faute de visa, il devra aller les chercher soit à Kinshasa, ça va lui coûter encore beaucoup plus cher. Oui. Vous voyez un peu la difficulté. Or, la libre circulation des personnes et des biens, c'est la première strate dans ce qu'on appelle l'intégration économique. Après, nous avons l'union douanière. N'oublions pas que dans la SADC, nous avons des pays qui sont membres de la SADC et qui sont aussi membres de ce qu'on appelle l'union douanière de l'Afrique australe. C'est ça. Donc, certainement, nous avons en réalité une SADC à double vitesse. Une SADC avec des pays membres de la SADC et membres de l'union douanière de l'Afrique australe et une autre SADC constituée des pays membres de la SADC. Et selon vous, la peur vient d'où? La peur de ne pas laisser tomber les frontières, de ne pas ouvrir les frontières, de ne pas abolir les visas. Ça vient d'où? Qu'est-ce qui alimente cette crainte ou du moins cet attachement aux frontières et aux visas? Hélas, tous les problèmes viennent de l'Afrique du Sud. En tant que locomotive, je ne vais pas surcharger l'Afrique du Sud. Oui. Je dis quelque chose, c'est que l'Afrique du Sud a un rôle éminemment présenté ici. Mais elle ne se sert pas de ce rôle mais il n'y a pas qu'en Afrique du Sud qu'il faut prendre le visa avant d'aller. Il y a aussi d'autres pays qui instaurent le visa. Bien entendu, mais avec une démarche volontaire, comme je l'ai dit tantôt, comme au niveau des pays, tous les pays qui ont présidé la CEDEAO, ont fait une démarche importante en matière de la libre circulation des personnes et des biens. Mais l'Afrique du Sud, dans sa présidence, ne met même pas cela à l'ordre du jour. Parce que l'idée des Sud-Africains, c'est que simplement, on va accueillir toute la misère de l'Afrique australe. Or, ce n'est pas le cas. Commencer déjà à aider les pays qui sont dans une strate économique à peu près équivalente à libéraliser la circulation, c'est-à-dire à faire tomber les problèmes de visa, va faciliter les échanges déjà entre ces pays et va réduire un petit peu les visées vers l'Afrique du Sud. Parce que quand on peut déjà aller s'en sortir au niveau de la Namibie, comme on peut s'en sortir au niveau de l'Angola, pourquoi aller tout de suite jusqu'en Afrique du Sud? On a un consultant diplomatique avec nous qui peut peut-être mieux nous expliquer effectivement pourquoi la question du visa reste encore posée en 2017 pendant qu'on est en train de parler intégration et surtout intégration des peuples. Et voir une monnaie unique. Et voir une monnaie unique. Mais le visa, je le rappelle à mon camarade qui est enseignant, c'est la souveraineté nationale. Un État décide, oui ou non, d'accorder un visa à telle ou telle personne. En France, par exemple, il y a très peu de temps seulement qu'une commission de conciliation a existé pour éventuellement être un lieu de recours pour les personnes qui n'ont pas de visa. Oui, mais dans tous les pays du Allemands monde, il faut pas un de visa avant de venir en France. Les Espagnols non plus. Parce qu'il y a justement cet espace Schengen en Europe. Et les Béninois ne prennent pas de visa avant d'aller au Togo. Permettez-moi d'être un peu contradictoire sur ce point, parce que Schengen, comme vous le dites, ce n'est pas Schengen qui a facilité la libre circulation. Schengen n'a permis qu'aux personnes qui sont résidents dans les pays signataires du pacte de Schengen de circuler librement. Parce que je vous rappelle qu'entre les pays membres de l'Union européenne, il y avait déjà libre circulation avant Schengen. Mais entre les nationaux, bien entendu. Donc, les Belges venaient en France sans visa. Avant Schengen, tout comme les Britanniques allaient en Allemagne sans visa. Oui. Donc Schengen a permis simplement d'intensifier cela et de permettre aux ressortissants, aux personnes résidentes de pouvoir circuler. Parce que tous ceux qui font les affaires et les étudient dans ces pays ne sont pas forcément les nationaux. Et c'est pour cela que la Grande-Bretagne a refusé, parce que la Grande-Bretagne dit nous avons déjà... la Suisse aussi. La Suisse, parce qu'elle n'était déjà pas membre de l'Union européenne. Oui, déjà là. Elle n'est toujours pas membre. Elle a adhéré à Schengen sans pourtant adhérer
intérêt de l'Union européenne. Donc voilà, pour montrer l'intérêt de cette démarche de libre circulation. Par exemple, lorsqu'un Malgache demande un visa, et d'ailleurs maintenant il y a un guichet unique à Antananarive, lorsqu'un Malgache demande un visa pour l'Europe, pour l'espace Schengen, il a le droit d'aller à Athènes. C'est vrai, on est d'accord, absolument, ça permet. À Amsterdam ou ailleurs. Mais je reviens sur cette chose-là. Les pays d'Afrique sont un tout petit peu plus fragiles que les pays européens. Vous ne pensez vraiment pas que la question du visa est un handicap à l'intégration effective? Si les États sont bien contrôlés, si la sécurité existe, si un certain nombre de choses existent. Et justement, la SADC a un rôle fondamental, je l'ai dit tout à l'heure à plusieurs reprises, un rôle fondamental en termes d'équilibre entre la paix et la stabilité, et justement, dès lors qu'il y aura cette paix et cette stabilité, les hommes et les femmes pourront circuler librement. C'est pas, je pense, du point de vue des États comme la RDC, l'Afrique du Sud, la Namibie ou autres, c'est pas un recroquevillement sur soi, c'est que, je pense, la sécurité n'existe pas où il y a un certain nombre de peurs qui existent par rapport aux uns et aux autres. Et encore une fois, je veux dire que ce que vous avez dit tout à l'heure, non, j'imagine que tous les Africains ne vont pas aller à Cape Town ou à Pretoria. On le voit, les regards sont tournés vers l'Afrique du Sud, mais dans quelle proportion l'Afrique du Sud influence-t-elle la sous-région, la communauté donc, du développement de l'Afrique australe? Je propose qu'on en parle dans la troisième et dernière partie de notre émission après une courte pause. À tout de suite.